Merci beaucoup, Marie-Claude. Bienvenue tout le monde. Ça me fait bien plaisir vous avoir ici pour cette journée de consultation. Peut-être bien, Marie-Claude l'a mentionné, là. D'abord, je suis maire de la municipalité de Sainte-Séraphine et également de la préfet suppléant de la MRC d'Arthabasca. C'est un peu à ce titre aujourd'hui que j'interviens. Le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC d'Arthabasca, ça nous pris assez de temps à être capable de le dire, que je suis content de bien l'avoir lu là, pour l'acronyme PRR-MHH. C'est un plan c'est une vision à long terme pour les 10 prochaines années. C'est une réflexion stratégique qu'on va adopter ensemble pour le territoire de la MRC d'Arthabasca. Il faut quand même comprendre que ce n'est pas un plan, c'est pas une réglementation qu'on adopte aujourd'hui, là, mais avec nos consultations, mais c'est bien une réflexion, un plan d'action pour les 10 prochaines années. On veut élaborer ici une stratégie à long terme pour conserver puis développer les milieux naturels sur l'ensemble de notre territoire. On est pas mal à la dernière fois. On pourrait quasiment appeler ça un chantier qui a duré 2 ans. Il y a eu plusieurs consultations. Aujourd'hui, c'est au grand public. On l'a fait. Les élus ont été appelés à faire cette consultation-là. D'ailleurs, je pense qu'il y en a avec nous aujourd'hui. Il y a eu différentes organisations qui ont intervenu dans cette consultation-là. Et sûrement que d'autres se manifesteront aujourd'hui. Alors, on se réjouit de ça. On est dans le dernier toit. 2 ans à travers la pandémie, puis tout ça, où on a dû travailler beaucoup. Au début, on le faisait en physique, puis on s'est habitué avec l'instrument qu'on a aujourd'hui en virtuel. Un dépôt qui, normalement, aura lieu là, en septembre 2021. Puis suite au dépôt qu'il y a là, c'est sûr que il va y avoir au niveau des propriétaires où il y aura, je ne voudrais pas dire le mot impact, là, mais il faudra, à travers ce plan-là, accompagner les propriétaires des territoires qui vont être où ce qu'on doit conserver, ou en tout cas, les milieux humides vont faire surface. Peut-être juste vous dire en dernier que le processus qu'on fait aujourd'hui, c'est suite à une demande du ministère de l'Environnement, là, les changements suite au ministère de l'Environnement et lutte contre le changement climatique. J'ai encore de la misère avec les acronymes, c'est pas tout à fait facile. Écoutez, je vais tout de suite céder la parole à Pascal Desilets, la directrice d'aménagement du territoire. Puis merci encore d'être avec nous, puis n'hésitez pas à participer. Merci. Bon après-midi. Merci, David. Bonjour tout le monde. Bienvenue effectivement à la consultation publique de la MRC d'Arthabasca sur le plan d'action du plan régional des milieux humides et hydriques. On vous rappelle que la réalisation du PRMHH est une démarche collective de 4 MRC du Centre du Québec, mais où chacune des MRC adopte son plan régional en fonction de ses enjeux spécifiques de son territoire. Je pense que tu n'as pas la bonne diapo. Et voilà. Donc, on peut changer la diapo. Donc, l'objectif de la consultation aujourd'hui est de vous consulter sur le plan régional, sur le plan d'action spécifiquement du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC d'Arthabasca. Nous ferons une présentation qui va résumer les informations disponibles jusqu'à ce jour, qui va durer environ une vingtaine de minutes. Et il y aura une période de consultation là, qui va durer plus une période sur les 2 prochaines heures. Donc, l'objectif de la consultation est… Non, c'est un petit peu, il faut que je change moi aussi. OK. Donc, le plan régional des milieux humides et hydriques, avec son joli nom qu'on appelle PRMHH, est un document de planification visant à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à l'aménagement du territoire. Donc, ce document vient permettre de comprendre les enjeux de notre territoire et d'identifier les actions identifier les actions à réaliser pour y arriver. Je ne sais pas, je vais juste changer d'écran pour vous suivre. Parfait. Donc, l'objectif, il s'agit toutefois d'une obligation légale. Oups, c'est passé trop vite sur l'autre. Et voilà. Il s'agit toutefois d'une obligation légale pour les MRC, comme M. Vincent en a fait mention, qui est encadrée en vertu de la loi sur l'eau. Donc, le document a pour objectif principal, final,
de tracer le chemin à découvrir pour arriver à conserver les milieux humides et hydriques d'ici 2031. Donc, par le fait même, on vous invite à consulter le site web www.patrimoinenaturel.ca pour y retrouver toutes les informations nécessaires de la démarche, sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, et consulter toutes les séances d'information réalisées depuis 2019. Donc, la démarche prend en compte les milieux humides, les milieux hydriques et également les milieux boisés, les friches et la connectivité. Les MRC souhaitaient prendre en compte l'ensemble de ces milieux afin d'obtenir un portrait intégré qui s'intégrera de façon équitable à l'aménagement du territoire. Donc, le travail s'est amorcé en 2019, donc c'est en septembre 2019, avec la réalisation du portrait et du diagnostic. Ces documents servaient à comprendre où nous en sommes actuellement au niveau de la conservation de nos milieux sur notre territoire. Ces informations ont été présentées au grand public le 15 février 2021. Ça nous a aussi apporté, le portrait nous a permis d'identifier les enjeux de conservation des milieux naturels au niveau du diagnostic. Et aussi, ces informations ont aussi été transmises également au grand public le 15 avril 2021. Et en 2021, dans la dernière année, la MRC a réfléchi à la situation qu'elle souhaitait atteindre d'ici les 10 prochaines années. Elle a donc identifié sa vision et ses orientations pour guider ses actions. Ces informations ont aussi été présentées au grand public le 15 mai dernier. Donc, on est rendu actuellement à l'étape du plan d'action qu'on vous présente aujourd'hui. Et la MRC prévoit le dépôt de son plan régional au ministère de l'Environnement en septembre prochain. Donc, pour chaque étape de la démarche, plusieurs personnes ont été consultées, comme M. Vincent vous en faisait mention initialement. Donc, en premier, il y avait le comité de coordination qui est formé de représentants de la MRC, qui est un comité de consultation et décisionnel. Il y a également le comité d'experts formé d'intervenants des organismes de la région qui étaient consultés au niveau technique et le comité stratégique qui est formé d'élus des 4 MRC du Centre du Québec et de représentants élus d'organismes régionaux qui étaient aussi consultés au niveau politique. Les informations ainsi obtenues étaient ensuite soumises aux différents comités de chacune des MRC, formés des élus de chacune des MRC et des représentants d'organismes locaux également. Finalement, les informations étaient présentées au grand public, suite à quoi une consultation d'1 mois s'ouvrait pour reprendre en compte ça permettait aux gens de pouvoir s'exprimer. Donc maintenant, je vais céder la parole à Mme Andréane Blais, qui est la personne responsable mandatée par les MRC du Centre du Québec pour l'élaboration du PRMHS et qui va pouvoir vous présenter le bilan complet. Merci beaucoup, Pascal. Donc, je vous présente aujourd'hui le bilan, donc un résumé des 3 consultations que Pascal a mentionnées, là, de 15 février, 15 avril et 15 mai dernier. Donc, un bilan, l'ensemble des informations est disponible de façon préliminaire sur le site Internet patrimoinenaturel.ca si vous voulez avoir plus d'informations. Une séance de questions va suivre cette présentation avant d'aller en consultation. Donc, on vous invite là, à noter vos questions, soit dans le chat ou sur un papier pour pouvoir les poser après. Donc, au niveau du bilan de la MRC d'Arthabasca, ici, on peut voir la localisation des milieux humides du territoire qui représente 9 du territoire de la MRC. On voit une nette différence entre les milieux humides des basses terres du Saint-Laurent, délimités par la grande ligne noire pointillée au centre, et les milieux humides des Appalaches, qui sont plus petits que les milieux humides des basses terres. Les milieux humides majoritaires sont les tourbières boisées et les marécages. Sur la prochaine carte, on constate les bassins versants. Donc, les bassins versants, on les voit, sont délimités avec une ligne noire sur l'ensemble du territoire. Et la MRC d'Arthabasca est délimitée par la ligne pointillée que je suis en train de suivre avec mon curseur. Donc, au niveau de la MRC d'Arthabasca, les bassins en vert que vous pouvez voir à l'écran sont des bassins versants qui ont une superficie très minime de milieux humides. Donc, dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est une superficie de moins de 6
de milieux humides qui sont considérés comme critiques. Donc, on peut voir ici le bassin versant qui est plus à l'ouest de la MRC. Et au niveau des Appalaches, c'est des bassins versants qui ont environ moins de 2 de leur territoire qui sont en milieu humide. Sur la prochaine carte, on constate la répartition des plus grands milieux humides du territoire par bassin versant. Donc, dans chacun des bassins versants, il y a un milieu humide. Ici, il est quand même relativement petit, mais c'est le plus grand de l'ensemble de ce bassin versant. Donc, on peut voir en brun l'ensemble des plus grands bassins versants du territoire, des plus grands milieux humides du territoire. Dans le cadre du portrait, on a aussi fait une analyse des fonctions écologiques. Donc, une fonction écologique, c'est ce que le milieu humide remplit comme fonction. C'est son travail, si je pourrais vulgariser l'expression. Donc, on a analysé les fonctions de biodiversité, de capacité de recharge des eaux souterraines. Ça veut dire que le milieu humide contribue à faire parvenir de l'eau dans les eaux, dans le sol. Captage des éléments polluants, c'est au niveau de la végétation des milieux humides, comment ils sont capables de capter certains éléments nutritifs aux polluants, la stabilisation des rives et la séquestration de carbone. Donc, l'ensemble de ces résultats sont disponibles là, sur le site Patrimoine naturel, mais vous pouvez voir en fonction des couleurs, plus que c'est bleu, plus que le milieu a une fonction relative à celle identifiée. On a aussi identifié au niveau du portrait l'ensemble des milieux humides perturbés. Donc, ici, on peut voir là, 4 catégories de perturbations. C'est des photos prises au centre du Québec. Notamment, une des pressions connues dans les dernières années, c'est l'agrandissement ou juste la construction d'une autocatière. Ici, on peut voir une tourbière ouverte. Aussi, le drainage. Ici, on peut voir un drainage presque aux 30 mètres dans une tourbière ouverte où on a tenté d'assécher pour venir faire de la plantation. En milieu résidentiel aussi, encore là, on voit déjà le tracé des rues presque qui a commencé à se faire et avec certains canaux de drainage là, dans un milieu humide, donc la pression résidentielle. Pression agricole aussi, où on peut voir les mêmes carrières sablières, une sablière qui est très, très proche d'un milieu humide et un ancien milieu humide ici qu'on voit encore le tracé pédologique de ce milieu. Donc, c'est des éléments qui ont été observés. Ici, on peut voir dans la MRC d'Arthabasca en vert certains milieux humides qui sont fortement perturbés. Donc, on aurait pu mettre plus de milieux humides perturbés, mais on a vraiment fait ressortir ceux qui ont des perturbations majeures au niveau là, de leur complexe là, de milieux humides. On passe maintenant au milieu hydrique. Donc, la MRC d'Arthabasca est serpentée par environ 4000 km de cours d'eau. Sachant que la compétence de gestion des cours d'eau revient à la MRC, c'est un travail quand même assez colossal de faire cette gestion de 4000 km de cours d'eau. C'est presque traverser le Canada au complet. Ces cours d'eau sont couverts par le bassin versant de la rivière Nicolet dans son centre, la Bécancour plus au nord, et vraiment plus au nord, il y a une petite partie du bassin versant de la rivière Gentilly, et on a le bassin versant de la rivière Saint-François plus au sud-est de la MRC. Au niveau des cours d'eau, on a fait aussi 3 analyses de fonctions écologiques. La première, c'est au niveau de la stabilisation des rives. Donc, on est venu voir si le cours d'eau offrait une végétation quand même assez stable pour permettre une forme de stabilité au cours d'eau. Donc, on peut voir en bleu, c'est les cours d'eau plus stables et en orange-rouge, c'est des cours d'eau qui sont moins stables au niveau des rives. On est venu aussi faire une analyse de l'indice de la qualité morphologique. On ne l'a pas fait sur tous les cours d'eau, c'est une analyse qui est très, très précise, qui demande une analyse fine de données LIDAR, qui est une donnée satellitaire assez précise. Donc ici, on peut quand même voir les cours d'eau qui ont été réalisés dans la MRC d'Arthabasca. En bleu, c'est des tronçons qui, au niveau morphologique, ça veut dire au niveau de la forme, de la qualité du cours d'eau, là, on a une bonne qualité. Puis en rouge, orange ou jaune, là, c'est des cours d'eau qui sont de moindre qualité. Une troisième analyse qu'on a fait au niveau des milieux hydriques, c'est la fonction de biodiversité. Donc, plus qu'un cours d'eau était sinueux en forme de S et végétalisé, le cours d'eau offrait des bons habitats pour la biodiversité. Donc, on peut voir en bleu certains cours d'eau et en rouge des cours d'eau qui offrent moins d'habitats
C'est des cours d'eau qui sont plus linéaires et avec beaucoup moins de végétation. Finalement, toutes ces informations nous emmènent à identifier les milieux hydriques perturbés. Donc, ici, en rouge, vous pouvez voir sur la carte l'ensemble des cours d'eau qui sont perturbés, soit par la linéarisation, soit par du remblayage ou une certaine forme d'affectation, de perturbation. L'ensemble de ces perturbations amène des polluants, notamment de la sédimentation, de l'obstruction dans nos cours d'eau, et ça se dénote notamment par l'indice de qualité de l'eau. Ici, on peut voir c'est des stations ponctuelles. Ce n'est pas parce que la station est mauvaise que nécessairement tout le tronçon en amont, en tête, est mauvais, mais ça l'indique quand même qu'à certaines stations, on a quand même des qualités très mauvaises et des qualités douteuses de l'eau, notamment sur la rivière Nicolet. Au niveau du couvert boisé, ici, on a une répartition boisée quand même assez intéressante. On peut voir la répartition, surtout à l'est de la MRC, dans les terres de Saint-Martyr canadien, à nord, où on a une bonne couverture forestière. Malgré tout, il y a certains bassins versants qui présentent des seuils sous le seuil de 30 de la superficie en milieu boisé. Donc, ici, on voit les bassins versants qui ont une couverture forestière plus faible que les autres bassins versants. On a aussi fait des analyses de fonctions écologiques pour les forêts, notamment avec une vision peut-être un peu plus milieu humide et hydrique, parce qu'on sait que les forêts contiennent aussi des milieux humides et des cours d'eau. Donc, on a fait une analyse de séquestration de carbone, de rétention des eaux, de captage des éléments polluants et de biodiversité. Donc, encore une fois, on peut voir en bleu sur les cartes des milieux forestiers qui contribuent quand même de façon intéressante à ces fonctions-là, et en rouge, des milieux qui contribuent un peu moins à l'ensemble des critères identifiés. Finalement, au niveau du portrait, on avait identifié la connectivité et les friches. Donc, on ne rentrera pas dans les détails de ces éléments-là, étant donné que ça a été déjà présenté, mais je voulais quand même vous rappeler, au niveau des friches, ça représente environ 3 du territoire. Donc, l'ensemble du portrait, déjà, vous avez pu noter que certains éléments pop, certains éléments se mettent en évidence. Donc, l'ensemble de ces éléments-là, autant positifs que négatifs, nous permettent d'identifier un diagnostic. Donc, comme diagnostic, on est venu identifier les milieux naturels qui présentent un intérêt écologique important. Donc, avec l'ensemble des informations du portrait, on peut identifier des éléments écologiques d'importance. Soit des sites qui sont déjà protégés légalement, des milieux naturels qui sont identifiés par une municipalité comme étant un milieu d'importance, soit au niveau social, au niveau économique, parce qu'il y a du tourisme, du récréo-touristique, ou même parce que c'est un milieu connu d'une grande beauté, soit pour le paysage ou pour ses fonctions écologiques. Donc, on a fait une grande consultation avec chacune des municipalités pour identifier ces milieux. On a aussi identifié les milieux où se retrouvent des espèces et des milieux rares, des milieux humides de grande superficie, c'est ceux que je vous ai présentés tantôt, des grands cours d'eau présentant un intérêt écologique important, et les milieux qui sont ressortis dans nos fonctions écologiques, c'est des milieux où que le bleu que je vous ai présenté tantôt, la couleur bleue, elle revenait régulièrement selon les fonctions écologiques pour les milieux. Donc, l'ensemble de ces critères-là nous a permis d'établir une carte des milieux naturels d'intérêt. Donc, les milieux naturels qui présentent un potentiel d'intérêt écologique. On dit potentiel parce que, bien entendu, certains éléments ont été validés sur le terrain, mais ce n'est pas l'ensemble. Donc, la MRC, dans les prochaines années, va collaborer notamment avec différents organismes pour aller acquérir peut-être plus de connaissances pour vraiment aller confirmer la validité de l'intérêt écologique de ces milieux. Donc, on peut voir là en rose l'ensemble des milieux identifiés comme d'intérêt écologique. Au niveau aussi du diagnostic, au niveau plus des faiblesses, du côté un peu plus négatif, on a identifié des milieux naturels qui étaient perturbés, donc qui mériteraient une restauration. Donc, les milieux humides et hydriques perturbés, des sites qui ont été ciblés à restaurer par une municipalité, ou un milieu hydrique entretenu de façon récurrente, parce que la MRC y retourne régulièrement, dénotant un problème d'apport en sédimentation. Donc, ici, on est venu identifier les milieux humides, hydriques, forêts et friches d'intérêt pour la restauration. Donc, en orange, on peut voir, c'est encore là, c'est un potentiel.
Donc, la MRC ne va pas demain aller faire de la restauration sur tous ces sites-là. C'est juste que s'il y a des projets de restauration, ça peut diriger les actions. Là, on rappelle que le PRMHH est un outil de planification. Donc, cette carte-là sert à planifier certaines actions au niveau de la restauration. Ces deux cartes-là que je viens de vous présenter sont disponibles en ligne sur le site patrimoine-naturel.ca dans l'onglet « Diagnostic ». Finalement, au niveau du diagnostic, l'ensemble de cette situation-là est venu nous mettre en évidence certains bassins versants plus problématiques. Donc, si on voit la Bulstrode, la Baie-Pin, la Desrosiers, les trois lacs au niveau de la MRC des sources. Donc, c'est 4 bassins versants qui dénotent des problèmes, comme on vous avait présenté précédemment dans les webinaires, des problèmes plus importants où des actions devraient être réalisées de façon plus prioritaire. Et l'ensemble de ce portrait diagnostique a permis à la MRC d'identifier des enjeux sur lesquels elle aimerait travailler dans les 10 prochaines années. Comme M. Vincent l'a mentionné au départ, c'est une planification pour les 10 prochaines années. Ça ne veut pas dire que demain, tout se réalise. Hein. La MRC se donne 10 ans pour mettre en œuvre, répondre aux enjeux qu'on vous présente. Donc, un enjeu protection et restauration des milieux humides, hydriques et forestiers, plus particulièrement des milieux hydriques. Donc, c'est l'enjeu 1 de venir faire de la protection, donc d'assurer le maintien à long terme de certains milieux. 2, une utilisation durable des forêts sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques. L'enjeu 3, une gouvernance, communication et éducation, mobilisation. Application des saines pratiques de développement et d'aménagement du territoire. Donc, 4 enjeux sur lesquels la MRC désire, a mis en évidence des faiblesses et des forces au niveau du portrait et du diagnostic. Donc, on remarque quand même 2 enjeux plus écologiques et 2 enjeux plus, je dirais, de gestion. Ces enjeux ont mené la MRC à établir une vision, donc où elle se voit dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, en 2032, la MRC, ses municipalités locales et ses citoyens sont proactifs dans la mise en œuvre d'actions modulées assurant la conservation des milieux humides, hydriques et forestiers de son territoire, et ce, afin de maintenir et d'accroître les services écologiques, économiques et sociaux que rendent ces milieux dans un contexte de lutte et d'adaptation au changement climatique. Cette cohérence intégrée à l'aménagement durable du territoire permet d'assurer un équilibre entre le développement et la conservation pour le bien-être des générations actuelles et futures. Donc, cette vision-là vous avait été présentée le 15 mai, au même titre que les orientations qui guident le plan d'action. Donc, 3 grandes orientations que la MRC a établies, soit une première orientation qui est de conserver des milieux naturels du territoire. Ça vient répondre aux 2 orientations qui étaient dans les lignes bleues de tantôt. Les enjeux qui étaient dans les lignes bleues, et 2 autres orientations qui viennent répondre aux enjeux qui étaient dans les lignes vertes, donc la gouvernance et la gestion durable du territoire. Donc, au niveau du plan d'action, ça va être maintenant à vous de parler pour les heures qui restent d'ici 4 heures. On vous explique comment ça va se dérouler. Donc, on retourne à nos orientations, donc 3 orientations principales: conserver, assurer une gouvernance cohérente et équitable et une gestion durable de l'aménagement du territoire. La MRC est venue mettre des objectifs. Donc, au niveau de la conservation, la MRC souhaite, d'ici 2031, protéger 15 % du territoire. D'ici 2031, assurer l'adoption de pratiques d'utilisation durable sur 20 % du territoire. D'ici 2031, assurer la restauration et la création de milieux naturels sur 5 % du territoire. Donc, on rappelle que c'est des objectifs que la MRC souhaite atteindre d'ici les 10 prochaines années et différentes actions pourront être mises en place. Et vous allez pouvoir vous exprimer d'ailleurs à ce propos. Toujours en conservation, d'ici 2032, acquérir des connaissances sur les milieux naturels à protéger, soit des 100 % de ceux qui sont ciblés à protéger, à utiliser de façon durable, soit 50 % de ceux qui sont ciblés à utilisation durable. Elle aimerait aller chercher 50 % de ces milieux-là au niveau de la connaissance et à restaurer. D'ici 2028, informer les propriétaires de terrains où des initiatives de protection, d'utilisation durable et de restauration sont envisagées.
Donc, la MRC a un objectif d'aller informer les propriétaires là, dans les prochaines années de l'intérêt écologique qui se retrouve sur leur propriété. Au niveau de la gouvernance, d'ici 2028, informer 50% des citoyens de la MRC en lien avec la conservation. Donc, même si ce n'est pas un propriétaire, l'ensemble des citoyens de la région. On met 50% parce que les moyens de communication étant ce qu'ils sont, on ne réussit pas toujours à atteindre tout le monde. D'ici 2028, supporter l'ensemble des municipalités au niveau de l'application du PRMHH. Donc, le PRMHH va se concrétiser dans des actions et dans de la réglementation. Donc, nécessairement, va tomber entre les mains des municipalités. Donc, la MRC souhaite aller encadrer, supporter, ces municipalités. D'ici 2030, collaborer avec plus de 5 partenaires externes de différents milieux pour assurer la conservation des milieux. Au niveau de la gestion durable, d'ici 2029, adapter l'aménagement du territoire en zone urbaine pour l'ensemble des municipalités, surtout pour favoriser le développement milieu-urbain pour éviter l'étalement urbain et la perte de milieux naturels. D'ici 2032, informer et guider 100% des municipalités pour les inciter à adopter de meilleures pratiques de développement durable. D'ici 2032, augmenter de 2 le nombre d'accès publics aux milieux naturels. Donc, la MRC souhaite ouvrir 2 autres milieux naturels pour donner accès à la population. Donc, l'ensemble de ces objectifs-là ne seront pas atteints uniquement par de la réglementation. C'est important de le comprendre. La MRC n'atteindra pas ses cibles uniquement par de la réglementation. Il y a 4 stratégies d'action qui sont visées. La première, c'est l'acquisition de connaissances. Donc, vous allez voir qu'il y a une suite logique dans ces stratégies. Donc, certains objectifs, il manque de connaissances. Donc, pour atteindre les objectifs, on se doit d'avoir de meilleures connaissances pour, par la suite, développer des outils adéquats qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et ces outils demandent parfois de l'accompagnement. Donc, par exemple, si une réglementation est mise en place suite à un enjeu, mais la MRC souhaite développer un outil, un guide d'accompagnement pour les municipalités, par exemple, et va accompagner les municipalités dans la compréhension de ce guide. Donc, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est une action du plan. Et une fois que l'accompagnement est fait, la réglementation peut arriver si nécessaire. Donc, on tente d'aller atteindre les objectifs par un développement d'outils, un accompagnement par de la démarche volontaire avant d'aller en réglementation. Toutefois, la réglementation peut être utile et nécessaire. Et selon l'enjeu, la MRC, ça ne veut pas dire qu'elle va, pour tous ces objectifs, commencer à l'acquisition de connaissances. Parce qu'il y a certains objectifs là-dedans que ça fait des années que la MRC travaille, puis elle peut être rendue à la réglementation déjà, ayant passé les étapes précédentes. Donc, selon l'enjeu, selon l'objectif poursuivi, la MRC va venir utiliser ces 4 stratégies d'action pour tenter d'atteindre d'ici les 10 prochaines années ces objectifs. Donc, assez parlé, c'est à vous de vous exprimer sur ces stratégies, sur ces objectifs. Donc, quelques consignes de base avant d'aller en chambre. Chaque intervenant, vous allez avoir 1 minute par intervenant. Vous allez être environ 10 par chambre. On va faire 5 chambres. Et vous allez avoir environ 1 minute par chambre pour vous exprimer. Et si l'ensemble des participants a pu s'exprimer, on peut revenir allonger les discussions, là, il n'y a aucun problème. On vous demande d'être courtois. De préférence, levez la main ou indiquez dans le chat que vous voulez parler, mais si ces outils ne sont pas accessibles pour vous, on va vous permettre aussi d'ouvrir votre micro là, pour vous exprimer. La façon qu'on va procéder, une animatrice ou un animateur va être présent avec vous dans la chambre, va vous exprimer une question. Donc, comme vous voyez ici un exemple, quelles sont, selon vous, quelles connaissances sont à acquérir afin d'atteindre les objectifs fixés? On vous ramène les objectifs ici. Donc, on va passer par les 4 stratégies. On va parler du développement d'outils. On va finir par la réglementation. Inquiétez-vous pas. Donc, on vous demande de ne pas nécessairement exprimer des actions réglementaires quand on n'est pas dans cette catégorie-là d'action. Donc, chaque étape a une durée de 20 minutes. Suite à quoi, quand vous avez répondu à la question,
les exemples de la MRC vont vous être partagés et vous allez tenter de faire le travail de conciliation entre vos idées et celles de la MRC. Puis vous allez voir, parfois, ça va se rejoindre assez parallèlement, là, pas parallèlement, mais assez similairement. Donc voilà, j'ai donné les consignes. Marie-Claude, je t'invite à lancer les salles. Vous allez être répartis de façon aléatoire. On n'a pas placé les gens là, en réfléchissant à vos rôles. Là, vous allez être de façon aléatoire répartis. On va aller vous présenter maintenant les actions de la MRC d'Arthabasca au niveau de l'acquisition des connaissances. Donc, la première action qui est d'appuyer les démarches visant à valider les milieux naturels à protéger. Donc, ici, et à restaurer, ainsi que les espèces exotiques envahissantes. Donc, la MRC souhaite appuyer les démarches, donc elle ne souhaite pas nécessairement réaliser elle-même cette caractérisation-là, mais de nombreuses démarches sont en cours et elle souhaite les appuyer, soit techniquement, financièrement, là, ce n'est pas défini, les démarches qui visent à valider les milieux. Se renseigner sur les démarches visant à documenter la séquestration de carbone. Donc, dans un contexte de changement climatique, les milieux naturels captent les gaz à effet de serre, donc il voudrait se renseigner un peu plus à ce niveau-là. Déterminer les bonnes pratiques de restauration ou création. Tantôt, on parlait des meilleures pratiques d'utilisation durable. Là, ici, on a marqué notamment les pratiques de restauration-création. On pourrait rajouter utilisation durable. Caractériser de façon uniforme les bandes riveraines et les espaces de liberté des cours d'eau. Identifier les zones de recharge de l'aquifère, donc les endroits où les milieux naturels, entre autres, collaborent à apporter une eau aux eaux souterraines et vice-versa, l'eau souterraine qui remonte vers le haut. Favoriser les programmes d'analyse volontaire de l'eau des puits privés et bonifier le programme d'échantillonnage d'eau sur les principaux cours d'eau de la MRC, donc de connaître un peu mieux la qualité de notre eau, autant dans les puits que dans nos cours d'eau. Donc, on fait un retour efficace des chambres rapidement, donc 30 secondes par chambre pour énoncer les principaux principes. Donc, j'y vais en premier. Dans notre chambre, on a parlé, entre autres, qu'il serait intéressant, dans l'acquisition de connaissances, d'aller acquérir des connaissances sur les pratiques d'utilisation durable, donc d'aller augmenter ces connaissances, de s'aider au niveau des institutions scolaires pour acquérir des connaissances au niveau de nos milieux naturels. Et peut-être aussi, c'est pas mal les deux mentions qui avaient été faites, là. Sinon, tout le monde semblait d'accord avec les actions proposées par la MRC. Donc, je vais céder la parole à Annette. Oui, donc il y avait vraiment un consensus de notre côté par rapport au fait que ce serait très important de commencer par mettre en commun les informations que les différents intervenants ont déjà de chacun de leur côté. Donc, ont été nommés l'UPA, le MAPAC, les OBV, organismes de bassin versant, et aussi les associations de lacs en particulier qui détiendraient déjà pas mal d'informations pertinentes. Et ensuite, il y a plusieurs types d'activités qui ont été nommées et par rapport auxquelles il serait pertinent non seulement de faire de l'acquisition de connaissances, mais aussi une importante diffusion de ces connaissances-là sur les bonnes pratiques agro-environnementales, les bonnes pratiques de construction résidentielle et de voirie. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs. Ça me fait penser que dans mon groupe aussi, il y avait été mention de faire la promotion de ce qui se fait de mieux. Donc, merci de l'avoir mentionné. J'y vais avec Andrea. Donc, pour nous, il y a eu plusieurs commentaires, là. Entre autres, de réaliser une analyse de carence des milieux naturels. On a eu aussi les idées d'intégrer les principes socio-écologiques, puis d'assurer une gestion plus écosystémique. Également, de développer des connaissances là, au niveau plus de la gestion pour être en meilleure posture là, de conserver différents milieux. D'assurer des pratiques, là, de travailler aussi au niveau des pratiques agriculture plus durable. C'est ça, d'évaluer les risques de ce qui sera conservé, puis comment s'assurer que ce ne soit pas seulement les agriculteurs qui payent. Donc, c'est ça, réaliser une campagne de promotion pour expliquer les bienfaits des milieux humides, puisque les citoyens en général là, ne sont pas forcément au courant de ces bienfaits-là. D'appuyer, c'est ça, la caractérisation de façon globale et collective,
Puis d'avoir, ça serait bien, là, selon certains, d'avoir des cartes disponibles maintenant ou de façon, dans un avenir rapproché, là, en format shapefiles pour connaître l'emplacement des milieux humides, en fait, des milieux naturels d'intérêt. Merci beaucoup, Andrea. Vous avez travaillé fort, vous avez déjà débordé dans les autres catégories, donc c'est un excellent travail. On va y aller avec Luc. Oui, dans le fond, dans les points qui sont beaucoup ressortis, on a fait beaucoup de clarifications là, au niveau de d'où provenait là, la carte des milieux humides. Donc, faire la distinction, qu'est-ce qui est d'où proviennent les données là, au niveau de la cartographie des milieux humides. Il semble y avoir une certaine confusion là, à savoir si ça venait de la MRC là, ou que cette carte-là venait de la MRC. On a une certaine préoccupation aussi au niveau de proposer le partage des études qui sont réalisées au fur et à mesure, puis il y a un souci pour qu'il y ait une modification là, en continu de la cartographie là, liée au plan régional. Sinon, avant même qu'on en parle, on n'a même pas eu le temps de se rendre aux actions là, proposées par la MRC tellement qu'on a discuté de tout ça, là, mais il y avait l'idée de mieux partager, faire connaître là, tous les milieux humides ciblés. Merci, Luc. Puis ça me fait penser, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas eu le temps de voir les actions. Là, la consultation ne se termine pas à 4 heures aujourd'hui. Vous avez 1 mois pour nous faire parvenir vos propositions via le formulaire qui est disponible en ligne sur patrimoinenaturel.ca. Donc, et le plan d'action de la MRC a été déposé il y a quelques minutes. Donc, le plan est en ligne aussi. Donc, j'y vais en terminant avec Jérôme. Excuse-moi, Andréane, j'étais combiné avec la salle à Luc, donc... Parfait. On gagne du temps. Merci, Jérôme. Donc, on y va avec notre deuxième stratégie qui est le développement d'outils. Donc, maintenant qu'on a acquis les connaissances nécessaires, imaginez-vous que ces connaissances-là sont acquises, les besoins sont comblés. Quel outil serait nécessaire? On a entendu quelques-uns dans l'équipe d'Andrea et Marjorie. Donc, quel outil serait nécessaire pour atteindre les objectifs proposés? Donc, Marc-Claude, je te laisse recréer les chambres de façon aléatoire. Donc, on va aller aux actions de la MRC. Donc, la MRC souhaite vous offrir certains outils ou collaborer. Donc, collaborer pour augmenter la proportion d'aires protégées ou de sites en protection. Donc, là, ici, l'action est résumée. Vous allez voir dans le plan d'action que c'est détaillé, mais la MRC souhaite collaborer avec des organismes de conservation là, pour volontairement les propriétaires qui sont intéressés puissent avoir accès à de l'information. Tu sais, comme tantôt, on mentionnait des guides pour des pratiques d'utilisation durable sur vos terrains. Mais au même titre, il y en a qui aimeraient ça avoir plus d'informations, des guides pour aller volontairement là, faire des actions de protection. Donc, la MRC souhaite collaborer, produire un plan de communication, donc pour rejoindre la population. Ce matin, il a été mentionné de plus faire un plan de mobilisation, juste parce que c'est facile de communiquer, mais de mobiliser, c'est une autre chose. La notion de mobilisation est revenue aussi ce matin. Poursuivre ou amorcer des projets collectifs dans les bassins prioritaires, déposer des projets au programme de restauration et création des milieux humides et hydriques, notamment ceux affectés par des écosystèmes, des espèces exotiques envahissantes. Collaborer avec l'UPA pour identifier des pistes d'action permettant de favoriser les échanges de superficie entre propriétaires distincts, surtout lorsque ceci vise l'abandon de culture ou la restauration des milieux ciblés par le PRMHH. Réaliser et mettre en œuvre un plan de lutte aux îlots de chaleur dans les périmètres d'urbanisation, bien entendu. Augmenter le nombre de points d'accès publics aux cours d'eau. Donc, bon retour. Je me permets, avant de faire le tour de table, de répondre à une question. J'ai eu la même question dans les 2 groupes précédents. On nous demande, est-ce que les terres de la couronne, les terres du domaine de l'État sont considérées dans le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels? Donc, juste pour y répondre, les terres sont considérées dans le portrait, le diagnostic, les cartes qu'on vous a présentées, mais ne sont pas considérées dans les actions. La loi nous empêche les MRC, dans le fond, dit aux MRC de ne pas inclure d'actions sur les terres là, du domaine de l'État. Mais ils sont considérés dans le cadre du portrait et du diagnostic. Donc, on va faire un tour de table. Je vais commencer par Luc. Jérôme, est-ce que tu étais toujours jumelé, sûrement? Parfait. Luc, je te laisse la parole. Oui, donc dans les points qui étaient apportés, donc l'important de développer un outil de rétribution pour
ou un outil pour compenser pour là où il y a des restrictions, des mesures plus restrictives, que ce soit de façon monétaire ou de façon de permettre à ces gens-là de pouvoir cultiver là, une superficie équivalente ailleurs. Un guide de bonnes pratiques, tant au niveau de la conservation qu'au niveau des saines pratiques, pour que les gens savent où se diriger. Puis en fait, on a parallèlement à ce point-là, donc l'outil de cartographie, là, carte interactive, donc un endroit où les gens peuvent repérer leur milieu humide qui sont sur leur propriété puis qui sont redirigés vers les ressources pour la conservation. Après ça, on a parlé d'un guide de développement du milieu urbain puis accompagnement des municipalités. Après ça, plus grande utilisation du projet Sentinelle pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes et puis faire connaître des outils comme celui-là qui existent, donc une plus grande utilisation de cet outil-là qui existe déjà. Et puis finalement, il a été mentionné l'importance de travailler avec les 4 autres MRC pour le développement des outils, notamment au niveau de la carte interactive et des autres outils communs. Continuer de mettre nos ressources en commun pour avoir une saine collaboration. Merci, très intéressant. Il avait été mentionné aussi dans d'autres consultations, comme la ville de Drummondville a fait ce guide en milieu urbain pour les développements résidentiels. Donc, il avait été proposé aussi de s'aider entre MRC, partager les outils développés. Donc, il y a plein de belles initiatives en région qui pourront être partagées. Je passe la parole à Andrea. Oui, donc de notre côté, là, on a discuté que ce serait intéressant de développer un outil pour définir clairement qu'est-ce que l'utilisation durable, puis idéalement là, de faire en sorte qu'il y ait une conciliation entre le développement, que ce soit notamment agricole, là, puis la conservation. On a également discuté que ce serait intéressant de développer un projet de pilote, en fait que les MRC développent un projet de pilote avec un développement d'un nouveau modèle de gouvernance pour venir un peu sortir du modèle qui est actuellement établi là, par le cadre réglementaire. Puis ça permettrait de venir justement créer un modèle qui pourrait être réutilisé par la suite. Puis dans ce sens-là, ce serait intéressant que les MRC mettent en place des aires protégées pour ensuite influencer, pas nécessairement influencer, mais inspirer par la suite les gens là, à conserver leur milieu. On a également discuté là, que ça serait intéressant qu'il y ait un joueur régional qui encourage de recherche, en fait, qui permettrait de combiner le développement d'outils puis l'acquisition de connaissances, puis que ça soit représentatif du milieu, notamment agricole. Merci beaucoup, Andrea. Anaïs? Oui, donc on a eu beaucoup d'idées de notre côté. D'abord, première idée, ça serait de faire une étude d'impact économique et social par rapport aux impacts des actions de conservation qui sont proposées dans le plan d'action. On a aussi la suggestion qu'il y ait une instance ou une organisation au niveau de la région qui développe une expertise ou en tout cas qui devienne une référence par rapport à la conservation, en particulier par rapport à l'utilisation durable des milieux humides pour que les associations ou même les individus puissent avoir des ressources, puissent être créatifs dans l'utilisation qu'ils font de leur milieu humide. On a parlé également d'outils pour amener à une rétribution monétaire des propriétaires privés pour la protection de leur milieu naturel. À propos du plan de communication, on a nommé qu'il devrait être bien réfléchi pour joindre efficacement tout d'abord les producteurs, les citoyens, mais aussi qu'ils puissent apporter des informations pertinentes à la population générale par rapport aux efforts qui sont déjà fournis, entre autres par les producteurs sur le territoire, qu'on développe des outils pour reconnaître ces efforts-là, pour faire du renforcement positif, pour vraiment donner de la publicité aux belles initiatives qui sont faites et celles qui viendront dans le futur également. Et on a réitéré l'importance de faire un arrimage entre
entre les actions des organismes sur le territoire. Et finalement, on aurait aimé avoir plus d'actions qui concernent directement le milieu urbain, en particulier en ce qui concerne l'infiltration de l'eau. Merci. Merci beaucoup, vous étiez très actifs. Super idée. Donc, de notre côté, on a parlé notamment de mieux faire, de mieux faire connaître les démarches actuelles, malgré tous les efforts qui ont été faits au niveau des communications durant le PRMHH. Force est de constater que la communication doit se faire de façon encore plus optimale. Comme je mentionnais ce matin dans la MRC de Drummond, on parlait plus d'un plan de mobilisation, donc de mobiliser les gens plutôt que juste de communiquer. Aussi, au niveau de la communication, peut-être que ça pourrait être bien de faire des rendez-vous individuels avec les propriétaires qui le désirent pour leur partager des informations de façon plus personnalisée. Aussi, de faire comprendre aux gens pourquoi qu'on fait, développer un outil qui permet de faire comprendre aux gens pourquoi on fait tout ça, ce qui permettrait de favoriser la mobilisation des gens, parce que quand ils ne le savent pas, c'est plus difficile de les mobiliser. Il y a été aussi mention des producteurs agricoles qui étaient présents, qui mentionnaient que ce serait intéressant de partager des guides de bonnes pratiques pour que l'information soit accessible, parce que si l'information en lien avec les bonnes pratiques serait accessible, mais pour eux, ça serait intéressant de les mettre en place. Et aussi, il a été mentionné au niveau de la caractérisation que ça représente des coûts considérables, donc de peut-être réfléchir à un outil qui permettrait de réduire ces coûts de caractérisation des milieux humides. Et finalement, d'orienter le reboisement vers des secteurs écologiques d'intérêt. On a parlé notamment qu'un producteur pourrait déboiser une superficie et la reboiser dans des espaces de liberté ou dans des bandes riveraines. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant. Donc, on va aller à notre avant-dernier bloc au niveau de l'accompagnement. Déjà, on a déjà entendu certaines actions reliées à l'accompagnement. Donc, on chemine toujours dans ce processus d'acquisition de connaissances, développement d'outils. Une fois que les outils sont développés, comment on peut vous accompagner, les MRC, comment elles peuvent vous accompagner. Donc, Marc-Claude, un autre de 15-20 minutes en chambre. Donc, ici, contribuer à l'éducation des jeunes dans les écoles relativement à l'importance de la conservation des milieux naturels et travailler à les emmener en milieu naturel. Donc, c'est sûr que si on veut... dans 10 ans, ça passe vite, puis dans 10 ans, ceux qui sont déjà au secondaire vont peut-être être même en mesure d'acheter des propriétés ou de prendre la relève. Donc, ici, c'est de contribuer à l'éducation de ces jeunes, informer les propriétaires sur la présence de milieux naturels et sur les lois et règlements. Donc, ça rejoint notamment l'intervention de M. Gagnon. Encourager l'adoption de saines pratiques en agro-environnement, en foresterie, en construction et d'entretien de la voirie privée et publique. Notamment, la MRC souhaite offrir des formations. La voirie est un pas juste pour ça, là, aussi pour les autres, collaborer aussi dans des formations aussi pour les autres saines pratiques, mais notamment en lien avec la voirie, c'était un point d'apport en sédiments important au niveau de la MRC. Outiller des conseillers forestiers et agricoles concernant les milieux naturels à protéger par des cartes interactives, démarches auprès des propriétaires ciblés pour les informer là, des connaissances acquises. On a aussi faire la promotion des mesures d'urbanisme durable auprès des municipalités. On a aussi collaborer avec les organismes de bassins versants pour leur plan directeur de l'eau, favoriser l'agriculture urbaine et collective, former les intervenants du milieu aux pratiques à adopter pour une meilleure adaptation au changement climatique. Donc, bon retour. Je me permets de répondre à une question qui a été posée juste avant le lancement en lien avec les changements climatiques. On remarque là, dans le cadre du PRMHH, il y a une obligation de prendre en compte les changements climatiques dans le cadre des réflexions. Et la question était, est-ce qu'en région, on a des modèles climatiques qui ont été réalisés? Donc, je peux répondre en partie. C'est sûr que Ouranos a réalisé des modèles climatiques pour tout le Québec. Donc, ça, c'est disponible. Et Environnement Canada aussi, au niveau canadien, il y a des modèles climatiques aussi qui existent. Mais particulièrement en région, il y a eu un modèle climatique qui a été développé au niveau de la foresterie.
Donc, l'Agence forestière des Bois-Francs a réalisé un indice de vulnérabilité des peuplements forestiers au changement climatique pour les 50 prochaines années. C'est un indice basé sur la sécheresse des peuplements forestiers, donc défoliation et mort. Donc, cette carte-là est disponible là, dans le guide que l'Agence forestière a produit, mais aussi en résumé dans les plans régionaux là, qui sont sur patrimoine naturel. Sinon, j'allais justement le dire, mais il y a un intervenant, merci Yann, Yann Bourassa de l'UPA a mis en ligne aussi le modèle climatique. Ce n'est pas le modèle, mais la démarche agri-climat au niveau agricole. Donc, Yann, est-ce que tu peux nous préciser s'il y a un modèle climatique relié à ça? Ben là, en fait, c'est l'horizon 2041-2070, je crois. Je vois de mémoire, là, c'est vraiment, mais c'est à l'échelle du centre du Québec. Ce n'est pas à l'échelle du Québec au complet. C'est évidemment orienté très agricole, là, mais le plan d'adaptation a été réalisé avec ça. Puis je vais faire mon pitch de vente. Là. Agriclimat 2 commence prochainement. Puis ben, c'est clair qu'on invite les intervenants et particulièrement les MRC à collaborer avec nous là, pour l'atteinte de ces objectifs-là et non pas de, si les MRC se lancent dans des plans d'adaptation au changement climatique, d'intégrer la portion agricole qui a été réalisée, non pas faire ça en parallèle. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Je ne sais pas ça concernait quelle chambre, mais il y a aussi un autre lien là, qui a été partagé dans le chat si ça vous intéresse, vous allez voir. Donc, on va faire le tour des chambres. Donc, je vais commencer par Andrea. Oui, donc, de notre côté, là, ça a été proposé de faire une tournée des conseils municipaux par les responsables de la MRC pour venir expliquer clairement les actions, puis la réglementation qui est applicable. D'avoir un intervenant à la MRC en ce qui concerne les milieux humides pour éviter d'avoir à contacter le ministère qui peut être plus difficile à rejoindre. Il y a également avoir les mêmes données puis les mêmes interprétations d'une MRC à l'autre, par exemple à l'aide de fiches techniques. Puis, il y avait également un commentaire qui a été répondu, là, mais ça a été d'encourager, en fait, de faire une co-formation avec des intervenants de la MRC puis d'autres organismes, mais ça avait déjà été appliqué dans le plan d'action. Merci beaucoup, Andrea. Donc, je vais y aller. Au niveau de notre groupe, il a été pas démontré, mais a été expliqué qu'il y a beaucoup, puis je peux le soutenir, d'informations relatives à la conservation des milieux humides et hydriques, notamment au niveau réglementaire, provincial, fédéral, régional. Donc, ça s'ajoute. Il n'a pas nécessairement été montré là, d'être contre tout ça, mais d'emmener une clarté dans cette information. Donc, ce serait un accompagnement souhaité. Développer un outil qui viendrait permettre d'avoir une clarification de l'information pour les propriétaires. Puis ça l'emmène aussi une volonté d'harmoniser entre les MRC. Il y a plusieurs propriétaires qui se trouvent à être sur plusieurs MRC et aussi intervenants qui agissent sur plusieurs MRC. Donc, d'harmoniser tout ça serait intéressant. Parce que sinon, au final, le propriétaire va aller faire lui-même ses travaux sans nécessairement demander de permis. Donc, si on veut éviter d'aller vers là, ça serait vraiment de soutenir une clarté dans l'information. Il a été aussi demandé, il a été aussi dit qu'il y a déjà plusieurs initiatives d'accompagnement qui existent. Donc, c'est de les mettre en valeur pour la MRC, c'est de participer à ces initiatives. On a mentionné, entre autres, le plan d'agriculture durable avec les cohortes qui sont développées présentement, là, qui vont se mettre en œuvre à travers le Québec. Il n'y en a pas de mémoire selon l'intervenant au centre du Québec, mais de suivre là, ces idées de cohorte agricole via le plan d'agriculture durable. Donc, je vais y aller avec Luc. Oui, donc à notre niveau, il était question d'en fait d'utiliser le compte de taxe municipale pour communiquer avec les propriétaires ciblés par les milieux naturels ciblés. Puis par la suite, là, avec les gens qui sont intéressés, d'être capable d'organiser une table de concertation avec les citoyens là, intéressés pour mieux expliquer les actions, le pourquoi, la sensibilisation, et de faire ça en collaboration en fait avec les conseillers municipaux, parce qu'on avait aussi la sensibilité, le fait de sensibiliser les conseillers municipaux pour qu'eux aussi puissent
le monde, qu'on a un message cohérent à l'échelle de la MRC, que ce soit bien compris, qu'on a des gens pour aider à faire véhiculer les messages. Sinon, autre idée qui a été lancée, donc journée de démonstration pour mettre en valeur les bons exemples, puis une image vaut 1000 mots, que des guides, c'est bien beau, mais il n'y a rien comme d'aller voir sur le terrain ce qui peut réellement se faire, puis pour être capable peut-être même de démonter des légendes rurales. Là, Il y a ça en région, des légendes rurales. Oui, c'est l'équivalent des légendes urbaines. Il y a ça aussi dans la campagne. Donc, on termine avec Anaïs. Oui, donc on a mentionné que l'accompagnement, c'est vraiment un volet extrêmement important du plan d'action. Donc, à ne pas négliger et ne pas se limiter non plus au numérique. On a nommé que c'est important de diffuser une information uniforme et surtout à jour, en particulier pour les gens concernés par le domaine de la foresterie. On a nommé le fait d'informer les propriétaires de la présence des milieux naturels sur leur propriété en amont du processus de consultation pour la réglementation, pour favoriser vraiment la participation éclairée de tous les citoyens et des propriétaires de milieux naturels. Et finalement, encore une fois, là, il manquait peut-être d'actions qui concernent plus directement les périmètres urbains. Donc, on aurait l'accompagnement des municipalités vers des meilleures pratiques d'urbanisme, entre autres pour la densification, et on pourrait profiter de l'expertise de la ville de Victoriaville, entre autres, dans ce domaine-là. Ça fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Effectivement, en région, la ville de Victo a mis plusieurs initiatives étant contrainte dans son périmètre d'urbanisation. Donc, merci de le mentionner. Excellente idée. Donc, dernier brin vers la fin de notre parcours de consultation aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à mentionner, j'ai vu apparaître un écran, là, Madame Lemieux et plusieurs citoyens. Là, félicitations, vous êtes tous réunis. Belle mobilisation. Je ne sais pas vous êtes de quelle municipalité, mais je tiens à souligner la mobilisation qu'on peut voir ici à l'écran. C'est intéressant. Donc, Marie-Claude, on lance le dernier brin pour le réglementaire. Un peu différent cette fois-ci pour le volet réglementaire. On ne vous demandera pas nécessairement vos opinions dès le départ, considérant que le réglementaire est si on vous pose la question, il n'y a pas grand monde, même moi, qui aimerait ça avoir plus de réglementaires. Donc, les solutions ne sont pas nécessairement souhaitées à l'ensemble, mais toutefois, il reste quand même un cadre qu'il faut que les MRC doivent répondre de par des obligations et aussi leurs compétences. Donc, la consultation, le dernier bloc, va vraiment être directement vers la proposition de ce que la MRC propose. Donc, considérant que la MRC doit intégrer au schéma d'aménagement le PRMHH et doit adopter un règlement de contrôle intérimaire selon la loi, que pensez-vous des intentions de proposition suivante? Donc, on tient à mentionner que c'est vraiment des intentions, étant donné que la MRC ne déposera pas aucun contenu réglementaire avec son plan régional lors du dépôt en septembre. La façon que ça procède, c'est qu'une fois que le PRMHH est déposé en septembre, les élus donnent une résolution pour que le PRMHH soit déposé au ministère et analysé. Donc, le PRMHH doit être analysé en premier. Donc, et le ministère de l'Environnement donne des recommandations par la suite au MRC pour adapter cette première version, suite à quoi le PRMHH va être rendu public. Donc, afin de ne pas adopter un règlement ou des mesures réglementaires et d'être obligé de réouvrir tout ça parce qu'il y a des commentaires du ministère, les MRC ont préféré attendre et ont préféré aussi développer ces intentions réglementaires-là en consultation selon des processus légaux et prendre le temps de le faire avec parfois certaines acquisitions de connaissances nécessaires. Donc, ce qu'on se présente aujourd'hui, c'est aucun règlement, c'est vraiment les intentions dans les 10 prochaines années de ce que la MRC souhaiterait faire. Donc, on y va tout d'abord avec le schéma d'aménagement. Donc, le schéma d'aménagement est aussi une grande planification qui guide l'aménagement du territoire. Donc, ce qui se retrouve dans le schéma d'aménagement n'est pas toujours un contenu réglementaire. C'est vraiment des bases qui viennent soutenir l'aménagement durable du territoire. Donc, ce que la MRC souhaite, c'est identifier des milieux d'intérêt régional et autres.
Donc, vous avez vu les cartes tantôt. Parmi ces cartes-là, la MRC souhaite, suite à la validation de certains milieux, d'aller identifier des milieux qui paraissent d'intérêt régional pour la MRC. Développer une affectation particulière pour certains milieux d'intérêt régional. Favoriser la densification et l'intensification de l'occupation du sol en périmètre urbain, en plus de favoriser le réaménagement et la requalification des terrains vacants et sous-utilisés. Déterminer des objectifs, déterminer des objectifs et des moyens de mise en œuvre. Donc, évidemment, le PRMHH, c'est, voyons, j'ai fait des petites fautes, comme on vous l'a dit, c'est un plan. Mais maintenant, comment ce plan-là va se mettre en œuvre, comment les actions vont se réaliser? Bien, en intégrant le PRMHH dans le schéma, la MRC souhaite définir ces moyens-là de mise en œuvre. Disposition particulière aux documents complémentaires. Donc, elle souhaite emmener une disposition particulière là, qui viendra encadrer notamment ces affectations et ces milieux d'intérêt régional. Parfait. Donc, on va passer maintenant au règlement de contrôle intérimaire qui est une action obligatoire dans le cadre des PRMHH. Donc, les intentions concernent, ici, je tiens à mentionner, ça concerne uniquement les milieux humides et hydriques d'intérêt régional. Donc, pour le règlement de contrôle intérimaire, la MRC vise vraiment à l'appliquer aux milieux humides et hydriques d'intérêt régional. Je vous rappelle que dans le cadre du schéma, elle souhaite identifier les milieux d'intérêt régional. Donc, évaluer la possibilité de bandes de protection autour des milieux humides d'intérêt régional et contrôle des usages selon le type d'usage projeté et le type de milieu. Évaluer la possibilité d'imposer des mesures de mitigation pour les travaux autorisés à l'intérieur et à proximité des milieux. Donc, s'il y a une autorisation de développement dans un milieu humide, mais la MRC souhaiterait encadrer par des mesures de mitigation, c'est pour réduire l'impact du développement. Donc, ici, on parle par exemple d'une barrière à sédiments pour réduire la sédimentation vers les cours d'eau. Analyser la possibilité d'adopter un outil encadrant les saines pratiques de rétention de l'eau, par exemple à l'embouchure des fossés, à la gestion des sédiments et de l'érosion dans le cadre de travaux nécessitant le remaniement de sol. Ici, on exclut la notion de nivellement de sol. Donc, il voudrait venir encadrer là, certaines pratiques de rétention de l'eau, comme par exemple, si on fait un fossé, ça serait d'encadrer la grandeur, la longueur du fossé et peut-être sa sortie aménagée. Là, je lance des exemples, mais c'est peut-être pas vers là qu'ils vont aller, mais ici, c'est des exemples là, de saines pratiques de rétention de l'eau. Et finalement, évaluer la possibilité de permettre certaines formes de développement et certains usages par le biais d'une analyse de projet par critères. Donc, dans le RCI, il y aurait certains projets de développement qui seraient autorisés dans les milieux humides d'intérêt régional selon certains usages et il y aurait une analyse de projet là, qui serait analysée pour être sûr que le projet de développement corresponde aux objectifs du schéma d'aménagement. Donc, au niveau du règlement d'abattage d'arbres, je vais revenir, Monsieur le maire, je n'ai pas votre nom, je suis désolée, je vais juste passer l'ensemble de ce qui est proposé ici pour m'assurer de faire le tour. Donc, règlement d'abattage d'arbres adapté afin d'encadrer le déboisement à l'intérieur des milieux boisés ciblés pour la protection et ceux ayant fait l'objet de restauration. Donc, ceux qui seraient ciblés comme des milieux d'intérêt régional, il y aurait des mesures d'encadrement au niveau du déboisement. Ajuster les mesures de connectivité, dans le fond, d'intégrer l'aspect de la connectivité au règlement d'abattage d'arbres. Évaluer la possibilité d'adapter afin que les municipalités ayant moins de 45 de superficie boisée soient désormais considérées comme étant peu boisées. Actuellement, le pourcentage est à 40 par la MRC. Donc, la MRC souhaiterait l'augmenter à 45. Adapter le règlement sur l'abattage afin de donner plus de marge de manœuvre au niveau des reboisements compensatoires et encourager à ce que ceux-ci soient effectués à l'intérieur des milieux ciblés pour la restauration ou de connectivité. Je vais vous présenter les dernières mesures. Prise en charge de l'application réglementaire de la gestion des bandes riveraines. Actuellement, c'est les municipalités qui appliquent la politique de protection des rives.
dans le PMHH, la MRC souhaite reprendre là, cette application réglementaire parce que force est de constater qu'elle n'est pas appliquée. Élaborer et mettre en œuvre un programme de conformité des bandes riveraines. Donc, ce n'est pas juste de l'appliquer réglementairement, mais ils veulent mettre un programme comme le fait notamment la MRC Nicolet-Yamaska actuellement, un programme de conformité. Analyser la possibilité d'ajouter des normes au règlement de cours d'eau sur la gestion des ponceaux. Lors de l'émission d'un permis pour construire un ponceau, il y aurait des normes et des standards là, afin d'être conforme pour ne pas faire des rétentions ou des impacts sur les cours d'eau. Supervision par la MRC des projets de restauration des milieux hydriques. Évaluer la possibilité d'imposer des mesures visant à limiter l'imperméabilisation des sols et de gestion des eaux. Bon, mais parfait. Donc, on est prêt à poursuivre. Donc, on va faire un retour sur les différentes chambres. Là, je ne sais pas qui n'avait pas encore débuté, mais je lance à Anaïs le premier tour de parole. OK. De notre côté, il y a eu des commentaires là, par rapport au fait qu'il va être important de favoriser l'arrimage entre tous les paliers de réglementation et d'éviter la multiplication des réglementations qui pourraient potentiellement arriver et de favoriser, peut-être d'envisager de favoriser l'application plus généralement au palier provincial. Il y avait certains questionnements par rapport aux bandes de protection qui pourraient être envisagées autour des milieux humides d'intérêt régional. Il y avait une certaine inquiétude par rapport à une limitation éventuelle des activités dans ces espaces. On a eu comme commentaire que la gestion des bandes riveraines, l'application réglementaire en fait entourant les bandes riveraines devrait vraiment être faite en priorité parmi les éléments là, qui ont été présentés durant cette séance. D'y aller toutefois en mode de collaboration, en mode de partenariat, comme c'est le cas actuellement là, à travers plusieurs initiatives au niveau régional. Et finalement, il a été nommé que la sensibilisation devait vraiment viser tous les citoyens de tous les milieux. Donc, également, de ne pas oublier les citoyens urbains et aussi les villégiateurs qui ont leur rôle à jouer dans la conservation des milieux naturels et dans les actions qui sont proposées dans le plan d'action. Voilà, merci. Merci Anaïs. On va aller avec Luc. Oui, donc, on avait dans les points qui ont été soulevés, donc il y avait des réticences à intégrer autre chose que les milieux humides et hydriques au niveau, à tous les niveaux. Là, au niveau du RCA, on a précisé que ça s'appelait milieu humide et hydrique, là, mais sinon, à tous les niveaux, là, il y avait une réticence là, au niveau du milieu agricole, au niveau d'intégrer le N ou les non-milieux naturels. On avait, pour ce qui est des mesures de mitigation dans les milieux d'intérêt, il y avait des réticences qui ont été exprimées si c'était pour être appliqué à court terme, mais si ça suit le processus d'acquisition de connaissances, de sensibilisation, puis de démarche volontaire, à ce moment-là, ça passait mieux. On a relevé une certaine injustice au niveau du fait qu'en zone agricole, on a un règlement d'abattage d'arbres et que dans la majorité des municipalités de la MRC Arthabasca, on n'a pas de notion de protection du couvert forestier ou de règlement d'abattage d'arbres. Pour ce qui est des mesures, là, au niveau de la possibilité d'ajouter des mesures de réglementation au niveau des ponceaux, on a mentionné que ça entraînerait des frais inutiles, ça impliquerait d'avoir une ressource supplémentaire à la MRC et qu'au final, ça n'apporterait pas grand bénéfice de plus que ce qui est déjà en vigueur. Il n'y avait pas de problématique flagrante à cet égard-là. Donc, bref, il n'y a pas un grand enthousiasme versus cette mesure-là. Vous l'aurez deviné. On avait la mise en œuvre du programme de conformité des bandes riveraines, mais il y avait une préoccupation à ce que ça se fasse en collaboration avec l'IPA et partenaires, qu'on s'inspire de ce qui s'est fait dans la MRC de Nicolet-Yamaska, où ça semble bien aller à cet égard-là. Finalement, il y avait un souci d'équité entre le milieu agricole et le développement urbain, là, à plusieurs égards, au niveau des autorisations qui sont accordées au niveau du développement urbain versus les autorisations qui sont accordées au niveau de la zone agricole.
Merci beaucoup, Luc. Donc, nous, ça a été mentionné, entre autres, que s'il y a de la réglementation d'appliquer, qu'il faudrait réfléchir à des mesures compensatoires. Les moyens n'étaient pas nécessairement détaillés, mais il y avait été mention peut-être pas nécessairement financière, mais ça pourrait être des échanges de terres, par exemple. Il a aussi été mentionné que dans le fond, attendez, oui, l'harmonisation va être très importante entre les MRC au niveau réglementaire. Puis un peu dans le même sens que toi, Luc, la réglementation représente encore une couche de contraintes supplémentaires au développement. Puis il faut en être conscient. Au niveau des bandes riveraines, il y a eu les gens n'étaient pas contre que la MRC reprenne la gestion des bandes riveraines. Puis même, il y avait une personne qui était même content de cette reprise. Toutefois, il ne faudrait pas qu'il y ait une inégalité ou une folie dans la largeur des bandes riveraines appliquées. On parlait notamment d'une disparité entre les bandes riveraines aux Trois-Lacs du côté de la MRC d'Arthabasca et des bandes riveraines du côté de la MRC des Sources qui ne sont pas la même chose. C'est dur de s'y retrouver. Il y avait eu des comparaisons avec certaines municipalités aussi, notamment Saint-Martyr canadien, où il y avait des grandes bandes riveraines, 22 mètres, si je ne m'abuse, au niveau du lac. Donc, il n'y avait pas un mécontentement de reprendre, mais il fallait quand même réfléchir là, à uniformiser ces largeurs-là pour qu'il y ait une équité à travers le territoire. Donc, c'est ce qui a été mentionné. Je vais passer la parole à Andrea. Donc, de notre côté, là, il y a certains points qui se rapprochent des vôtres. Donc, en premier, ça a été soulevé que c'était une bonne chose d'identifier les milieux d'intérêt, mais ce serait aussi important de tenir compte des milieux avec un certain potentiel agricole. Qu'il faudrait s'assurer de ne pas dédoubler là, parmi les propositions là, de certains concepts qui sont présentés. Donc, de venir harmoniser là, les règlements. Aussi, de venir définir clairement en quoi consiste là, la protection et l'utilisation durable, puis quelles pratiques vont être acceptées là-dedans. Aussi, au niveau des ponceaux, que ce serait mieux d'accompagner les propriétaires plutôt que de venir exiger un plan d'ingénierie ou autre, puisque ça viendrait complexifier le processus puis augmenter les coûts. En ce qui concerne les bandes riveraines, ce serait intéressant de venir s'inspirer de ce qui est fait dans les autres MRC, puis de l'intégrer, puis si au besoin, de venir l'adapter à la MRC. De permettre certaines formes de développement, c'est intéressant, mais il faudrait qu'au niveau de l'analyse par critères, là, il faudrait qu'elle soit adaptée de sorte à ce que ce ne soit pas trop onéreux pour permettre un certain niveau de développement. Puis, finalement, au niveau du 45%, il devrait peut-être, une proposition qui a été soulevée, c'est que ça soit appliqué plus au niveau de la MRC plutôt qu'au niveau des municipalités, puisque certaines municipalités sont plus propices que d'autres à l'agriculture. Donc, c'est les principaux points qui sont ressortis. Merci beaucoup, Andrea. Donc, merci beaucoup de l'ensemble de vos commentaires. Il reste encore un mois de consultation. Si aujourd'hui, vous n'avez pas pu vous exprimer adéquatement, n'hésitez pas à aller vous exprimer via le formulaire sur le site Internet. Ou sinon, si vous êtes membre d'une association, vous pouvez colliger l'ensemble des commentaires et les transmettre à la MRC. Transmettez pas au CRE, là, ça ne sert à rien. Nous, on ne peut pas rien faire avec eux. Il faut les transmettre réellement à la MRC qui est décisionnelle dans le processus. Donc, je laisse la parole en terminant à M. Vincent qui va émettre le mot de la fin. Merci beaucoup, Andréane. Bon après-midi. C'est quand même intense. Dites-vous que si nous autres, on a fait un bout, Adrienne, toute son équipe, ils font ça à chaque MRC, avec chaque comité, avec chaque... que vous imaginez-vous depuis 2 ans la tâche colossale qu'ils ont à faire, ces gens-là. Alors, je pense que c'est important dans ce processus-là qu'on doit faire,
c'est tout d'abord quand il y a une équipe en place qui doit orchestrer tout ça, c'est tout un défi. Mais les préoccupations, c'est leur travail en même temps, c'est leur préoccupation, mais on ne peut pas passer sous le silence leur dévouement puis leur succès à travers ce processus-là. Alors, je vais profiter du mot de la fin pour remercier toute l'équipe du Centre régional du Centre du Québec, là, parce que vous avez, moi je le sais, là, je sais un peu c'est quoi, je l'ai participé à quelques-unes, vous faites un travail, puis gérez tout ça, puis vous arrivez avec les comités, puis les interventions, puis vous devez feeder les interventions, puis finalement, en tout cas, de ce que j'en ai vu, en tout cas, ce que j'ai vu après-midi, ça s'est fait de façon très harmonieuse, c'est une très belle collaboration. Merci à tous les participants, les citoyens puis les organisations. C'est enrichissant vos commentaires. Je pense que presque vous venez de promener de salle en salle. Je pense que là, on a de quoi qui, quand même, qu'on va arriver, qui va satisfaire ou qui devrait satisfaire. C'est le défi qu'on va faire. Évidemment, on ne passera pas sous silence Pascal Desilets et son équipe au niveau de la MRC. Merci à vous tous aussi également de votre travail. Adrien Blais, ça a été un plaisir. Je pense qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de se côtoyer dans les prochains. En tout cas, ça ira au dépôt du plan. Puis peut-être juste pour finir ça un peu plus festif, écoute, il y a la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient. Profitez-en. En plus, une particularité, je regardais tantôt, ça popait sur mon téléphone. Il y aura certainement un match le 24 juin à Saint-Jean-Baptiste. Espérons que ce soir, ce sera une victoire et qu'on pourra assister au couronnement pour aller vers la prochaine étape ultime, un peu comme le plan qu'on fait au dépôt au mois de septembre pour une finale de la Coupe Stanley. Alors, merci à tous. Bravo à l'équipe et bon après-midi. Bonne soirée de vrai plutôt. Bye-bye. Merci Merci à tout le monde. Bon travail. Merci. Bonne soirée. Merci.